Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du second porte-avions français, le PANG. Allez, c'est parti. En décembre 2020, lors d'une visite à Framatome au Creusot, le président de la République confirmait sa volonté de remplacer le porte-avions Charles de Gaulle par une nouvelle unité à propulsion nucléaire, bien plus imposante et requérant le développement de nouveaux réacteurs embarqués. Désigné PANG, le porte-avions de nouvelle génération, ce programme permettra à la France de se doter à l'horizon 2038-2040 d'un formidable outil aéronaval unique en Europe. Avant même la mise en service du Charles de Gaulle en 2001, les idées et projets se sont multipliés afin de concevoir un nouveau porte-avions français. D'abord autour de solutions dérivées du Charles de Gaulle, puis autour de nouveaux concepts de bâtiments à propulsion conventionnelle. La plus sérieuse opportunité d'acquisition d'un second porte-avions a eu lieu au cours des années 2000, lorsque la France a très sérieusement envisagé de se doter d'une version modifiée avec catapulte et brin d'arrêt des CVF britanniques, qui sont les actuels HMS Queen Elizabeth et Prince of Wales. Mais le programme a été de facto abandonné en 2011. Et j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet, donc je vous invite à la voir dans la description ou sur les vidéos de la chaîne. À partir du milieu des années 2010, les hypothétiques nouveaux programmes ne chercheront plus à compléter le Charles de Gaulle, mais bel et bien à le remplacer. Si le format d'une flotte française à deux porte-avions n'a toujours pas été définitivement oublié chez certains amiraux ou parlementaires, l'état de la flotte de surface actuelle et les problématiques de ressources humaines rencontrées par la Marine nationale conduisent cette dernière à se focaliser avant tout sur l'acquisition d'une unique grande unité très bien équipée qui est une sorte de supercarrier américain à la française. En coopération avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement et la Marine Nationale, des études préparatoires sont menées par différents industriels. On notera la participation de Naval Group, évidemment, des chantiers de l'Atlantique, de Dassault Aviation, Technip Atom, MBDA et Thales. Ainsi, les dimensions du futur chasseur embarqué NGF du programme SCAF poussent à développer un navire d'au moins 280 mètres de long et 65 000 tonnes à pleine charge, là où les limites de la propulsion nucléaire poussent à ne pas dépasser 85 000 tonnes. Il en résulte alors une ébauche de configuration à 300 mètres de long pour une masse de 75 000 tonnes, qui sert depuis de base à toutes les études du porte-avions. Une première phase d'avant-projet sommaire, menée entre 2001 et 2023, a permis de dessiner les grandes lignes et l'architecture générale du projet, en laissant quelques options en suspens. En avril 2023 a débuté la phase d'avant-projet détaillée qui doit permettre d'ici à 2026 de peaufiner les plans du PANG et d'établir les devis financiers, même si comme pour n'importe quelle unité navale majeure, certains détails techniques ne seront définis qu'ultérieurement, juste avant ou même pendant la construction du porte-avions, notamment pour le système de combat, l'électronique et l'aménagement intérieur. Confié à Naval Group et au chantier de l'Atlantique pour la plateforme, ainsi qu'à Technip Atom pour les chaufferies embarquées K22, la construction du porte-avions à proprement parler pourrait dès lors commencer en 2028, avec les premières découpes de tôle et se poursuivre jusqu'en 2034, sauf blocage politique. Il est à noter que dès 2024, certains approvisionnements à long délai seront lancés, notamment pour certaines matières premières et pour des éléments des chaufferies nucléaires. Actuellement, le lancement du navire est prévu en 2036 et sa mise en service vers 2038 ou 2040 au plus tard, une date qui correspond à la fin du potentiel théorique des réacteurs nucléaires du Charles de Gaulle qui seront ravitaillés en 2028 ou 2030 lors du troisième et dernier arrêt technique majeur, ATM, de sa carrière. Cet ATM sera cependant l'occasion de vérifier si les réacteurs peuvent ou non supporter un quatrième rechargement, ce qui permettrait, théoriquement, d'étendre la durée de vie du vénérable porte-avions pour combler d'éventuels retards du PANG ou, plus logiquement, permettre d'attendre l'arrivée d'un second porte-avions pour peu qu'un tel besoin soit exprimé d'ici là. Même si l'option peut sembler intéressante pour les tenants d'une marine à deux porte-avions, elle sera toutefois très coûteuse, plus d'1 milliard d'euros, et risque de se heurter à certaines réalités dérangeantes, notamment en ce qui concerne les conditions de vie spartiates
qui se dégrade rapidement à bord d'un porte-avions très exigu et vieillissant. Pour l'heure, le PNG se conçoit donc comme un bâtiment unique, doté de toutes les qualités attendues pour un porte-avions de premier rang dans la seconde moitié du siècle. Le design actuel présente une longueur totale de 305 à 310 mètres et un poids à pleine charge d'environ 75 000 tonnes en début de carrière, avec une capacité d'emport d'une quarantaine d'aéronefs. Ces dimensions en feront le porte-avions le plus gros jamais construit en Europe, mais aussi le plus gros bâtiment militaire de conception française, devant le Charles de Gaulle avec ses 43 000 tonnes et les cuirassés, les cuirassés Richelieu et Jean Bart de 47 000 à 49 000 tonnes. Doté d'une propulsion tout électrique, il devrait être équipé de 3 lignes d'arbres contre 2 pour le Charles de Gaulle, même si des configurations combinant hélice conventionnelle et pod oriental ont été étudiées. L'objectif est de permettre au PNG d'atteindre et de maintenir une vitesse de 27 nœuds. 2 réacteurs nucléaires K22, dérivés des K15 du Charles de Gaulle, fourniront chacun 220 MW de puissance thermique, permettant de délivrer environ 110 MW de puissance électrique pour alimenter la propulsion, 80 MW, et les équipements embarqués, 30 MW. Parmi ces équipements, il faudra compter des catapultes électromagnétiques EMALS de 90 mètres de long, 75 mètres pour les catapultes à vapeur du Charles de Gaulle, et des brins d'arrêt également électromagnétiques, fournis par l'américain General Atomic. Ces équipements de nouvelle génération offrent des accélérations et décélérations plus progressives et entament donc moins le potentiel opérationnel des avions mis en œuvre. Ces équipements de nouvelle génération offrent des accélérations et décélérations plus progressives et entament donc moins le potentiel opérationnel des avions mis en œuvre. Plus facile à moduler, la puissance des catapultes peut être aussi adaptée au lancement d'aéronefs très légers comme le drone ou le remote carrière. Du fait de sa taille, le PNG sera naturellement plus stable que le Charles de Gaulle, mais l'option d'y intégrer un système de stabilisation active, dérivé agrandi de celui du Charles de Gaulle, semble à l'étude, afin de lui permettre d'être pleinement opérationnel dans des mers plus agitées que son prédécesseur, état de la mer 6 ou 7 contre un niveau de 5-6 aujourd'hui. À voir si les contrepoids de cette éventuelle conception se déplaceront également via un système électromagnétique. Concernant l'architecture générale du navire, il devrait être doté, à l'instar des derniers porte-avions américains, d'un îlot unique situé très en arrière. Plus petit que sur le Charles de Gaulle, cet îlot centralisera des capteurs et des moyens de communication modernes et compacts. 2 ascenseurs desserviront le hangar, mais on ne sait pas encore s'ils pourront prendre en charge ou non un seul ou bien 2 NGF à la fois. La catapulte axiale pourrait être décalée vers tribord afin d'autoriser des opérations simultanées de lancement et de récupération d'aéronefs. Concernant l'autodéfense, les vues d'artistes montrent aujourd'hui 16 missiles d'interception dans des îlots verticaux, des emplacements pour au moins 4 canons d'autodéfense, le Rapid Fire de 40 mm, ainsi que des affûts pour des missiles Mistral. Divers lance-leurs devraient ainsi permettre de contrer les menaces missiles et torpilles. L'un des points que les concepteurs du PNG devront particulièrement soigner concerne la qualité de vie à bord du futur navire amiral de la flotte française. Alors que les forces navales peinent à recruter, il convient en effet de concevoir des bâtiments accueillants pour leurs équipages, offrant des espaces de vie et de travail adaptés aux standards modernes et futurs. Le PNG étant bien plus grand que son prédécesseur, tout en disposant théoriquement d'un équipage réduit de 20% environ, hors groupe aérien embarqué, il pourra offrir des quartiers plus spacieux et plus confortables. Les dortoirs du Charles de Gaulle, jusqu'à 40 marins, devraient ainsi céder la place à des logements ne comprenant pas plus de 8 personnes. Les concepteurs du PNG travaillent également sur le confort visuel et sonore des cabines, afin de permettre à l'équipage de se reposer et de travailler dans des meilleures conditions. Il faudra également penser dès la conception à la manière dont les marins pourront continuer à utiliser des outils de loisirs numériques, y compris en ligne, sur leur temps libre, sans pour autant entraîner d'indiscrétion opérationnelle. Oui, certains doivent hausser les sourcils en entendant tout cela. Et pour attirer de nouvelles générations de marins, il convient aussi d'offrir un cadre de travail enthousiasmant. De ce côté, le PNG promet d'être à la pointe de la technologie, bénéficiant des récentes avancées en matière d'informatique embarquée et d'interface humaine-machine,
pour partie intégrée sur les futures frégates FDI et les derniers sous-marins français. Les postes de travail du PANG devraient faire la belle part aux tables tactiles missiles. Bénéficiant des récentes avancées en matière d'informatique embarquée et d'interface humaine-machine, pour partie intégrée sur les futures frégates FDI et les derniers sous-marins français, les postes de travail du porte-avions devraient faire la part belle aux tables tactiles multifonctions, aux consoles reconfigurables, mais aussi aux outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui pourraient être utilisés aussi bien pour de l'affichage tactique que pour la gestion des mouvements sur le pont d'envol ou pour l'entretien du navire et des aéronefs. Maintenant passons au dernier chapitre sur combien de catapultes pour combien de porte-avions. La question du mode de propulsion ayant été tranchée par le président de la République, deux grandes inconnues demeurent. Combien embarquera-t-il de catapultes et aura-t-il un sister ship? Alors, les vues d'artistes officielles montrent le porte-avions doté tantôt de 2 et tantôt de 3 catapultes. Le devis du département d'État américain pour 2 catapultes s'élevant à 1,3 milliard de dollars, on comprend que cette configuration soit privilégiée par la DGA. La marine, toutefois, souhaiterait elle disposer d'une 3e catapulte. Cette dernière permettrait une vraie redondance en cas de panne ou d'avarie, mais offrirait surtout plus de souplesse pour le lancement de grandes pontées. Pour peu que le SCAF impose de déployer le NGF aux côtés d'un grand nombre de drones et autres remote carrières, il pourrait être impératif de se doter de cette 3e catapulte ou voire d'une mini catapulte électromagnétique qui serait spécifique aux drones, ou au moins de prévoir l'emplacement pour l'intégrer lors du premier ATM du porte-avions. Pour l'heure, il y a moins de suspense autour de la question du second porte-avions. Le premier devrait coûter probablement autour de 10 milliards d'euros. Un second bâtiment serait sans doute hors de portée pour les ressources humaines et financières de la marine, même si on imagine des navires privés de leur système non essentiel, comme une 3e catapulte ou l'armement défensif. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a abondé en ce sens lors d'une audition au Sénat le 7 juin 2023. Je me suis aussi engagé à ce que l'on fasse toute la transparence, via un rapport parlementaire, sur le coût et la faisabilité d'un éventuel 2e porte-avions. Cela ne veut pas dire que l'on ne souhaite pas un 2e, pour être très clair, je pense que nous ne sommes pas capables de le payer. De plus, avec l'arrivée de nouvelles générations de drones et de chasseurs, il devient possible d'imaginer que la permanence à la mer des capacités aéronavales françaises serait en partie assurée lors de l'indisponibilité du PANG par les bâtiments qui devront remplacer les PHA de la classe Mistral après 2040 et qui pourraient être de type de porte-drone, voire même offrir une certaine compatibilité avec des avions de combat légers pour peu qu'une telle option soit développée dans le cadre du SCAF. Et là aussi j'ai fait une vidéo entière sur la classe Mistral et leur remplacement. L'arrivée de nouveaux missiles de croisière sur les frégates et les sous-marins pourrait aussi en partie répondre aux besoins de frappe en profondeur pendant les périodes d'indisponibilité du porte-avions. Dès lors, à moins d'un revirement politique majeur qui s'accompagnerait d'un réinvestissement massif dans les moyens navals français, ou bien encore, soyons fous, d'une prise en charge à l'échelle européenne de cet éventuel second porte-avions, tout porte à croire que le PNG, quel que soit le nom de baptême qu'il recevra, restera le seul porte-avions de sa classe. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.